Pietro Bernardara, EDF R&D. Je vais vous présenter aujourd'hui cette approche d'analyse régionale des aléas maritimes extrêmes. C'est des travaux qui ont été menés à la R&D d'EDF, au LNHE et au laboratoire Saint-Venant, en collaboration avec le centre R&D EDF au Royaume-Uni, auquel je suis détaché en ces moments, et qui visent à améliorer les outils statistiques qu'on a à disposition pour l'évaluation de la probabilité d'occurrence des valeurs extrêmes. Et notamment, ici, on parlera des surcotes et des vagues. On partage évidemment avec les précédents orateurs le constat qu'une analyse des valeurs extrêmes sur un site donné localement avec une trentaine de données quand on a de la chance pour l'extrapolation des valeurs extrêmes qui nous intéressent, voire 50, 100, 1000, voire 10 000 ans pour des applications de type nucléaire, elle a ses limites. Et donc, on pousse, on essaye de développer de nouvelles méthodes novatrices pour améliorer ce genre d'estimation. Et entre autres, on a travaillé récemment sur l'analyse régionale. Donc, je vais vous parler de l'analyse régionale, un peu l'idée qui est derrière l'approche. Je vais vous montrer deux applications, aux vagues et aux surcotes de pleine mer. Donc, l'idée de base, c'est que on a aujourd'hui à disposition beaucoup de données, des grosses bases de données d'observation, de réanalyse, des simulations, avec les bémols qu'il faut quand on utilise des données modélisées par des modèles. On dit souvent qu'on est dans l'époque des big data, donc ça nous paraît, on a donc accès à beaucoup d'informations, ça nous paraît vraiment dommage pour l'estimation des valeurs extrêmes sur un site donné de se limiter à regarder les quelques données qu'on a sur site sans essayer d'exploiter toute l'information historique sur la région environnante qu'on a. Donc ça, l'analyse régionale nous donne les outils statistiques pour faire ça. Et c'est pas nouveau. Elle a été développée aux années 60. Dans les années 60, elle a été beaucoup utilisée en hydrologie, en météorologie. Nous, ce qu'on a fait de nouveau, disons, on n'était pas les seuls, mais les nouveautés de ces dernières années, c'était l'application aux aléas maritimes, notamment dans le cadre d'une thèse qui a été récemment soutenue à EDF R&D, la thèse de Jérôme Weiss. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on considère un phénomène physique, les vagues, les surcotes, dans une région donnée. On peut imaginer que ces phénomènes physiques sont générés par les mêmes mécanismes physiques. Et donc, pourquoi pas essayer de voir s'ils ont, même sur des sites différents, puisqu'ils sont générés par le même mécanisme physique, s'ils n'ont pas la même distribution de probabilité. Et donc, ce qu'on dit dans l'analyse régionale, l'hypothèse qu'on puisse définir une région homogène dans laquelle la distribution de probabilité des valeurs extrêmes observées dans les sites de la région est identique. Donc, après, un indice local près, je vous montrerai ce que ça veut dire. Donc, pour laisser un certain degré de variabilité locale et représenter les phénomènes qui seraient plutôt locaux. Mais essayer de voir si on peut imaginer une distribution de probabilité qui est valable sur une région dite homogène. L'idée, c'est d'utiliser toute cette grosse information disponible spatiale. Juste pour vous donner un exemple très simple au point de vue statistique, c'est comme si, au lieu de lancer 10 fois un dé, on pouvait lancer 10 dés une seule fois. Donc l'information finalement c'est la même parce que la probabilité d'occurrence des différentes faces du dé est la même, mais on ferait ça avec un seul lancement au lieu que 10. À l'hypothèse près que les 10 tirages sont indépendants et on reviendra sur cette hypothèse. Au point de vue un peu plus physique, l'idée serait de dire si je regarde mon site et que je ne vois pas de tempête, c'était le cas de l'exemple de Thomas Boultot à La Rochelle quand on enlève la tempête de 2010, et j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup de risques, alors que peut-être il y a des tempêtes qui sont passées juste quelques kilomètres au nord et juste quelques kilomètres au sud, et que je ne considère pas, et donc du coup je perds de l'information qui est vraiment importante. Et on l'a vu aussi dans l'exemple de Déborah Hédier ce matin, quand on parle de modélisation, il suffit de se tromper de quelques kilomètres sur la trajectoire d'une tempête, par exemple la tempête Sandy à New York, pour avoir sur le site qui nous intéresse 1,50 m de différence. Donc vaut mieux peut-être, avec un peu de recul, avoir une approche spatiale et régionale.
Donc, la mise en œuvre que je vous montrerai de l'analyse régionale, donc il faut d'abord définir ces régions homogènes dans lesquelles nos sites d'observation, on peut faire l'hypothèse que la distribution de probabilité des valeurs extrêmes soit la même. Imaginons d'avoir n sites par région. On échantillonnera les valeurs extrêmes de chacun de ces n sites avec une approche de type peak over threshold mentionnée par Thomas juste avant moi, très classique. Il faudra après vérifier que les échantillons des valeurs extrêmes qu'on a extraits soient bien homogènes, donc qu'on puisse faire l'hypothèse qu'ils suivent tous la même distribution de probabilité. À ce moment-là, on pourra créer un échantillon qu'on appelle régional, qu'on appelle ici Y, qui est dû à la normalisation via un indice local qu'on appelle ici mu de nos échantillons des valeurs extrêmes sur les différents sites. Ceci pour garder à côté une degré de liberté pour donner au site la possibilité d'avoir un comportement local différent. Et une fois cet échantillon Y créé, on estime une loi des valeurs extrêmes sur cet échantillon Y qui sera, on espère, beaucoup plus robuste l'estimation que celle faite en local parce qu'on estime la loi statistique sur beaucoup plus de données. Et en plus, non pas seulement ça, mais aussi dans cet échantillon Y, il y aura différentes tempêtes observées sur différents sites de la même région. Donc on intégrera dans cet échantillon la formation sur la probabilité d'avoir des tempêtes, même si sur le site donné qui nous intéresse, on n'en a pas vu. Il y aura après un calcul de durée effective à faire que je vous montrerai. Et le retour aux quantiles locaux sera relativement facile, c'est-à-dire on prendra la période de retour régionale qui sera une valeur normalisée, donc sans unité de mesure, parce qu'on a estimé la loi sur un échantillon régional, sur un échantillon normalisé, et on remultipliera par l'indice des surcotes locales, et on aura nos quantiles locaux. Donc je vous montrerai deux exemples. Un, sur l'auteur significatif des vagues tiré de la base ANEMOC 2. C'est une base de réanalyse des vagues développée au LNHE dans le cadre de la thèse d'Amélie Logiel qui donne des valeurs horaires d'auteur significatif des vagues sur l'Atlantique Nord, la mer du Nord, Manche, le domaine que vous voyez ici. On a sélectionné 1847 nœuds du domaine océanique de cette base et on l'a utilisé pour nos analyses régionales. Et je vous montrerai très rapidement aussi les résultats d'une analyse régionale qu'on a fait sur les surcotes de pleine mer. Ici, on a extrait des surcotes de pleine mer à partir de 67 marégraphes sur le côte nord de l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, qui ont une durée moyenne, ces séries de 30 ans, avec quand même des belles séries assez longues à Brest et à Newlyn. Donc, une fois définies des régions homogènes, je vous montrerai après comment, mais imaginons d'avoir défini des régions qui font physiquement sens, donc qui sont homogènes au point de vue au moins de la compréhension expert physique du phénomène, dans lequel on puisse imaginer que les vagues extrêmes suivent la même distribution de probabilité. On échantillonnera nos échantillons des valeurs extrêmes, on vérifiera l'hypothèse d'homogénéité statistique, on le vérifiera par des tests assez classiques qui sont de discordance et d'hétérogénéité, qui mesurent la dispersion des extrêmes au sein de la région et qui mesurent la distance des sites, la distance des échantillons, et qui sont bien décrites dans le bouquin de Hosking et Hollis de 1997. Si ça s'est vérifié, on calculera la fonction de répartition régionale, donc en normalisant toutes les extrêmes estimés dans chaque site, on pourra estimée avec des méthodes classiques de max de vraisemblance, par exemple, une loi régionale, donc elle sera estimée encore une fois sur beaucoup plus de données qu'un site seul. Et ici, c'est la loi régionale qu'on a estimée, par exemple, pour la région 3, mer du Nord, à partir des données extraites de la base ANEMOC. Donc, on peut calculer après une durée effective régionale. C'est un paramètre assez important parce que ça nous permet d'un côté de prendre en compte le fait qu'il y a des corrélations entre nos observations. C'est ce que je vous disais des données. L'exemple des dés, on peut tirer 10 fois un dé, mais là, l'hypothèse, c'est que les tirages sont indépendants. Ce n'est pas le cas pour les variables environnementales. On le sait bien. Donc, on a besoin d'estimer cette dépendance pour estimer la redondance des informations qu'on a quand on regarde une base de données spatiale.
Et en même temps, ça nous permet de calculer la durée effective régionale, donc en fait, une idée de la quantité d'informations indépendantes qu'on a dans notre échantillon régional. Ici, par exemple, donc on a développé une formule qui est basée sur la probabilité d'observer plusieurs des valeurs extrêmes simultanées sur plusieurs sites de la région. Et sur la région 3, par exemple, ici, à notre application ANEMOC mer du Nord, on a 241 sites, chacun 30 ans de données. Donc, en fait, si on fait une somme, si on imaginait que les 30 ans de données sur les 241 sites étaient indépendants, on aurait accès à 7000 années de données. Mais ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de redondance dans l'information. Et donc, en fait, une tempête qui impacte plusieurs sites en même temps, typiquement. Et la durée effective, réestimée par notre formule de durée effective régionale, est 300 ans. Donc, 300 ans qui est pas grand-chose par rapport aux 7000 qu'on avait en tête, mais qui est beaucoup plus intéressante que les 30 ans de données seules qu'on aurait eu si on avait utilisé un seul point, celui qui nous intéresse. Donc très rapidement sur l'extraction des tempêtes, parce que on a voulu donner une base un peu physique à cette approche statistique. On a défini cet algorithme d'extraction des tempêtes. On a extrait de la base ANEMOC des tempêtes sur le fait que la tempête est définie comme un ensemble de valeurs extrêmes de HS observées pendant un certain temps et sur une certaine région. Donc on a défini après un algorithme de déclustérisation des tempêtes pour essayer d'identifier des tempêtes une par une. Et on a utilisé une classification ascendante hiérarchique basée sur la probabilité d'un site d'être impacté par deux tempêtes, par le même tempête, pour grouper les sites dans des régions. Et donc, on a utilisé cette approche pour la définition de régions homogènes. Donc, et après, l'objet tempête était un objet qui nous a particulièrement plu, justement à cause de sa base physique. Donc, il peut être utilisé aussi pour la déclustérisation classique type POT pour choisir un seul max par tempête, donc éviter la dépendance dans nos données. Et après, en soi, c'est une base de données qu'on a constituée, un catalogue des tempêtes qui est assez riche, qui nous permet par exemple de calculer le nombre de tempêtes par an sur une région, la durée des tempêtes moyennes, l'étendue des tempêtes, et le nombre de sites impactés par tempête, et ainsi de suite. Donc, vraiment très rapidement sur le surcote, même exercice, on a défini des régions homogènes, les voilà. On a calculé on a fait nos tests statistiques pour vérifier qu'ils étaient homogènes. Ici, je vous montre la fonction de répartition régionale qu'on a estimée sur la région 1, qui nous intéresse particulièrement parce que c'est la côte française Atlantique-Manche. On voit bien que ce qui pourrait paraître des oursins au niveau local, par exemple Xynthia qui a été observé à La Rochelle ou la tempête de 1987 qui a été observée à Brest, ils sont un peu mieux pris en compte quand on regarde avec un œil régional, un peu le même effet que quand on utilise des données historiques montrées par Thomas. Une durée effective régionale que si on somme les données des 29 sites, 30 ans, ça fait 800 ans. Mais bon, il y a une redondance qu'on est capable aujourd'hui de calculer et ça fait 500 ans d'informations. Donc, en conclusion, pour nous, aujourd'hui, l'analyse régionale devient un outil puissant et incontournable presque, parce que ça nous paraît aujourd'hui presque impossible de faire une analyse locale sans regarder ce qui se passe autour de notre site, en sachant qu'il y a des outils statistiques pour le faire. On a envie de l'appliquer à des nouvelles variables, on est déjà en train de le faire, le vent, la pluie, et peut-être mettre en place aussi un cadre de statistiques multivariées où on serait capable de calculer, grâce à des approches régionales, la probabilité d'avoir plusieurs valeurs extrêmes des différentes variables arriver au même temps. On a développé un package sur le logiciel R pour ceux qui utilisent R pour faire ce genre d'analyse. On n'a pas encore partagé sur le site CRAN du R, mais vous pouvez revenir vers nous et on sera ravis d'en discuter. Évidemment, parmi les recommandations pour le futur et parmi les choses qu'on est déjà en train de faire, il y a les données historiques. Je n'ai pas parlé beaucoup parce que effectivement c'était le sujet de plusieurs présentations précédentes. Donc il paraît très intéressant, effectivement, exceptionnellement intéressant ce travail de collecte des données historiques. Nous, on est en train de le faire en essayant de coordonner les efforts de collecte en France et au Royaume-Uni, avec nos partenaires au Royaume-Uni. Ça nous paraît effectivement quelque chose absolument à faire. On voudrait essayer notamment de les utiliser pour nos analyses
dans un contexte d'analyse régionale. Il y a des travaux qui ont été publiés récemment dans la littérature, donc on est assez optimiste sur la possibilité de le faire. Effectivement, il y a des enjeux qui concernent la nature de ces données, est-ce qu'il s'agit de submersion, de niveau de mer, des surcotes de pleine mer. On a vu la difficulté à estimer le marais astronomique du passé. On parle souvent de changement climatique, donc est-ce que l'occurrence des événements extrêmes a changé dans le passé ou va changer dans le futur. Donc il faudra qu'on réfléchisse aussi à comment prendre en compte ce genre de phénomènes dans l'utilisation des données historiques, mais on reste quand même convaincu que ce soit un axe de recherche incontournable. Et c'est pour ça qu'on a une thèse en cours en ce moment, encadrée par moi-même et Marc Andreski, qui est dans la salle au LNHE. Et donc on sera ravis de partager nos efforts avec la communauté scientifique sur ce genre de sujet. Voilà. Merci.